Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir comme chaque mardi à 12h30. On va continuer de parler d'économie et d'entrepreneuriat et j'ai le plaisir de recevoir cette semaine Nicolas Roverdito, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Pickup Production, merci d'avoir accepté mon invitation. Pickup Production, c'est l'association culturelle nantaise créée en 1999. Vous travaillez à faire de la culture un terrain d'expression. Pour le plus grand nombre, ce sont vos mots. Vous pilotez d'ailleurs chaque année le festival Hip Hop Session qui en est un exemple sur notre territoire. Cet été, vous avez investi un terrain de 15 hectares sur l'ancien site des abattoirs de Rezé, c'est sur la ZAC des Îles, pour y développer Transfert. C'est un projet, alors certains le comparent d'ailleurs peut-être un peu trop facilement à un Burning Man à la nantaise. Est-ce que vous approuvez cette comparaison avec le festival artistique qui a lieu chaque année dans l'État du Nevada aux États-Unis? Non, c'est pas une comparaison que j'approuve vraiment. D'abord, c'est vrai qu'esthétiquement, il peut y avoir des points communs, mais je pense que Burning Man est beaucoup moins populaire et beaucoup moins ouvert à tous que ne l'est Transfert. Et Transfert n'est pas aussi un lieu de fête aussi vif et important que Burning Man. Donc voilà, esthétiquement, il peut y avoir des points communs, il peut y avoir des choses qui se rapprochent, mais dans le fond du projet, c'est très différent. Et puis Transfert, c'est un projet éphémère, c'est un projet de réflexion sur la ville. Burning Man, c'est un festival qui a lieu tous les ans, qui est très ponctuel. Transfert, ça s'étale dans le temps, donc je pense que la comparaison est assez limitée. Vous avez peur qu'on réduise Transfert à un lieu uniquement de divertissement? Non, on n'a pas peur, puisque c'était une volonté pour l'acte 1 de marquer le coup et d'en faire un lieu assez festif, pour le faire connaître, le faire rayonner. Et maintenant, à nous de prendre le bon virage pour que ça reste un lieu ouvert à tous, un lieu de créativité, un lieu de réflexion, et pas que un lieu festif. Alors vous avez dit en tout cas dans une interview que lorsque vous avez rencontré la présidente de Nantes Métropole, Johanna Roland, que vous lui avez présenté cette expérimentation urbaine et culturelle qui ne voulait pas écrire son histoire avant de l'avoir vécue, et que cela nécessitait un budget très conséquent, elle vous a dit « Banco ». Qu'est-ce qui lui a donné envie de vous suivre? Quels ont été les bons arguments pour la séduire? Mais je pense que c'est un amalgame de plein d'arguments différents. D'abord, le territoire investi, la ZAC des Îles, qui est le futur cœur de la métropole, qui est un enjeu important pour le développement de notre métropole et de sa centralité. Ensuite, le besoin de renouvellement aussi dans les propositions artistiques. Nantes est connue pour son dynamisme culturel, mais il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de projets forts qui se sont développés. Ça se développe un peu partout en France et partout ailleurs. Et pour que Nantes garde son coup d'avance et puisse continuer à communiquer sur son dynamisme culturel, je pense qu'il est important de se renouveler, de donner la chance à d'autres acteurs. Et on est arrivé au bon moment pour proposer ça. Bon, il faut le préciser à celles qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, c'est 4 millions d'euros de budget pour l'acte 1, pour donc la première année de lancement, dont 50% financés donc par des fonds publics, 2,6 millions par Nantes Métropole, 30 000 euros uniquement pour Rezé. Pourquoi? Eh ben parce que Rezé, c'est à l'échelle du budget de la commune. Rezé, c'est une petite commune, c'est un projet qui est essentiellement métropolitain. Il est sur le territoire de Rezé, mais la ZAC est une ZAC métropolitaine. Le public touché est métropolitain, les réflexions engagées sont à l'échelle de la métropole. Donc Rezé, c'est surtout investi sur l'ancrage du projet sur le territoire et sur les projets qu'on peut développer en lien avec ses habitants. Alors le reste, 50%, je le disais, ce sont des fonds privés, donc des entreprises qui ont été mécènes fondateurs donc pour ce projet-là, Altera, Cogedim et Crédit Agricole, pour ne pas les nommer, Atlantique Vendée. Qu'est-ce qui leur a donné envie d'y aller? C'est évidemment la séduction qu'ils avaient pour ce projet, l'envie d'y aller, ou l'incitation fiscale? C'est vraiment l'envie d'y aller, parce que l'incitation fiscale, elle est très relative, puisque c'est les antennes de la région qui s'engagent, mais que le rescrit fiscal, il est sur le groupe à l'échelle nationale. Et juste pour préciser, c'est pas 50% de financement. Enfin, le reste n'est pas que des financements privés, c'est aussi des recettes propres liées à l'activité, c'est aussi des privatisations du site. Et c'est vrai que Altarea, Cogedim et Crédit Agricole Atlantique Vendée nous ont rejoints très vite et ont été emballés par le projet, parce qu'on est dans une société en mouvement, que prédire l'avenir aujourd'hui, c'est très compliqué. Et que ils ont la même conviction que nous, c'est en s'ouvrant aux autres, à d'autres façons de faire, à d'autres points de vue, notamment ceux des artistes, qu'on pourra aussi avoir une réflexion beaucoup plus juste et sur ce qui va se passer dans le futur. Et donc c'est vraiment en mélangeant les collectivités, les entreprises, les artistes et les créatifs du territoire
que Transfert veut voir comment on peut réfléchir la ville de demain et plus globalement nos sociétés, quoi. Alors justement, sur ce sujet de l'hybridation des financements, au sujet évidemment et à destination des projets culturels, est-ce que les acteurs économiques du territoire prennent ça suffisamment au sérieux selon vous? Est-ce qu'ils s'engagent suffisamment? Je pense qu'ils s'engagent de manière assez conséquente. Je pense que aussi on a la chance dans la région, avec un historique culturel important, d'avoir une culture du mécénat qui est quand même plus développée, je pense, qu'ailleurs. Maintenant, ce qui est toujours compliqué, c'est de faire comprendre ce que c'est le mécénat, contrairement au sponsoring, et de bien voir comment les partenaires s'engagent dans un acte mécène, c'est-à-dire un acte qui n'est pas forcément avec des contreparties de communication et de visibilité, mais plus d'apport commun, de participation à la vie de la cité, à la vie collective, etc. Mais je trouve qu'on a un niveau d'information et de connaissance de ce qu'est le mécénat en Pays de la Loire qui est plutôt de qualité. Deux grands mécènes donc pour le projet Transfert. Nicolas Reverdito, est-ce que vous allez continuer d'ouvrir et de faire appel à d'autres entreprises pour soutenir ce projet et les actes qui vont venir? Évidemment, l'objectif, c'est que d'autres entreprises se réunissent avec nous autour de la table pour qu'on ait encore des points de vue différents, des façons de faire différentes, qui puissent apporter de la matière à la réflexion, mais aussi que des entreprises puissent s'approprier le projet pour développer des expérimentations qui peuvent leur servir. Je pense à des modèles constructifs, je pense à comment on optimise l'économie circulaire sur les projets urbains qui vont naître dans le futur, comment on construit mieux, comment on circule mieux dans la ville, comment on vit tous mieux ensemble. Le refermement sur soi, c'est une vraie problématique de nos sociétés. Et je pense que le croisement des savoir-faire, des compétences et des modes de faire peuvent nous aider à s'ouvrir et à faire que le monde de demain soit plus qualitatif qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors je le disais, la première saison de Transfert s'est achevée le 8 septembre dernier. Le lieu est désormais fermé au public, mais le projet évidemment ne fait pas de pause. Quel bilan économique et comptable vous tirez de cet acte 1? Le bilan économique et comptable de cet acte 1, il est un petit peu compliqué parce qu'on a beaucoup investi pour pouvoir accueillir le public et accueillir le projet dans de bonnes conditions. Mais c'est quelque chose qui était complètement prévu dans le modèle qu'on a développé. Et c'est l'activité sur les années suivantes qui va permettre d'amortir et de permettre d'équilibrer tout ça. Maintenant, le gros de l'investissement est fait. Le site est connu et reconnu au niveau local, mais aussi au niveau national. On a des artistes qui travaillent à l'année sur le site. Et tout est dans les meilleures conditions pour ouvrir l'année prochaine. 172 580 visiteurs, c'est sur ce chiffre-là que vous communiquez, alors que le Voyage à Nantes, lui, a constaté dans le même temps une baisse de la fréquentation. Comment vous avez tiré, vous, votre épingle du jeu? Je pense que contrairement au Voyage à Nantes, on est sur un public plus local, un public qui, comme on a aussi une proposition de spectacle qui peut venir plusieurs fois, parce qu'une proposition l'intéresse, parce que voilà, et aussi parce qu'on a un lieu de vie. Donc quand on se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire cet après-midi? On se dit, je vais aller boire un verre à Transfert, ou je vais aller participer à un chantier participatif, parce que là j'ai vu qu'ils bricolent des meubles, donc ça me dit bien d'aller m'y essayer. Et je pense qu'on a un potentiel encore plus important avec le rayonnement et cette première année, où le public va venir de plus en plus loin et de plus en plus pour Transfert, et ça profitera au Voyage à Nantes, et on sera plus dans un échange gagnant-gagnant au fur et à mesure du temps. Alors sur l'aspect évidemment économique, encore une fois, quel est l'impact sur notre territoire? Est-ce que le projet a été un booster d'activité? Alors de richesse marchande, très concrètement, et d'activité, créateur d'emplois. Quels sont les indicateurs que vous mesurez? Alors pour les indicateurs, on n'est pas au top sur ce sujet parce que le projet il s'est fait très vite. Il a été validé en février 2018 pour une ouverture au public en juillet 2018 avec des problématiques de construction très lourdes. Mais oui, il a été créateur d'emplois. D'abord parce que 60% des entreprises et des personnes qui ont travaillé sur le projet sont des locaux. Pickup est passé de 5 à 20 salariés permanents. On a bossé avec une scope qui s'appelle Cube, ils étaient 3 au début du projet, ils sont montés jusqu'à 14 au plus fort de l'activité. Et puis toutes les entreprises de BTP, les fournisseurs de bars, des restaurants, etc. sont toutes des entreprises locales. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on travaille sur les indicateurs parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très utile et qui est très regardé aussi par la collectivité, pour qu'on puisse avoir une vraie étude d'impact économique sur le territoire, avec l'impact direct lié vraiment à ce qui se passe sur le site et autour du projet, et l'impact indirect pour savoir si quand le public vient de ailleurs que la région,
qu'est-ce qui fait d'autre que transfert. Bon, très rapidement, en quelques secondes, quel scénario vous imaginez, vous, pour 2022, au terme de ces 4 ou 5 actes qui vont suivre? Eh bien, on ne veut pas imaginer de scénario, puisqu'on est dans une expérimentation, donc tout est possible. Le projet peut se prolonger un petit peu, le projet peut s'arrêter définitivement. On peut être appelé, de par l'expérience acquise, pour travailler sur une autre ZAC et avec un autre projet, comme je le dis souvent, à New York ou à Anceny, peu importe. Et on saura adapter un projet en fonction de ces territoires. Donc vous assumez l'idée que le projet soit un projet intercalaire entre une friche industrielle, ou en tout cas une friche, et un projet de promotion immobilière? Complètement. Mais on assume surtout que ce soit expérimental et qu'on ne fasse pas de plan sur la comète. Et puis le dernier scénario possible, c'est que le projet s'infuse dans le projet urbain et qu'on retrouve l'arrêt de tram transfert, des ateliers d'artistes sur un rez-de-chaussée de bâtiment, que le gérant du bar de transfert soit le gérant du bar du quartier, que tout s'infuse et que l'influence de transfert soit infusée, soit partout, et peut-être que ça s'infuse même plus globalement sur le territoire de l'agglomération. Merci Nicolas Roverdito. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'association culturelle nantaise Pick-up Production. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les players et l'application MySun qui vous permet d'emmener évidemment la radio partout où vous allez. Je vous retrouve la semaine prochaine et j'aurai le plaisir de recevoir Lionel Fournier. Il est directeur régional d'Harmonie Mutuelle. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain. Merci pour votre fidélité.